Mesdames et messieurs, nous voici à nouveau un jeudi pour faire l'analyse des sujets majeurs de l'actualité nationale et internationale. Pourquoi pas, depuis la semaine écoulée, les membres du gouvernement talent poursuivent leur séance de réédition de comptes en allant voir et discuter avec les populations. À la base, nous allons faire de ce sujet-là le principal de nos discussions de ce numéro de votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Et avec notre analyste que vous connaissez déjà, Anissé Carlos Oké. Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura, si le temps nous le permet, à évoquer aussi d'autres sujets, notamment de l'actualité nationale. La nouvelle attaque terroriste donc, au niveau de la Pandjari qui a coûté 7 soldats au Bénin. On en parlera. On parlera aussi de la multiplication de ces cas de suicide. Le dernier en date, c'est celui de ce jeune à Parakou, un aspirant au métier de l'enseignement, fatigué de sa condition de vie et qui a dû laisser un message assez émouvant avant de passer à l'acte. On parlera de ça aussi. Mais déjà, commençons à évoquer, Anissé Carlos Oké, commençons donc à évoquer le principal sujet, comme je l'ai annoncé. Les membres du gouvernement ont tourné depuis pratiquement 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. Ambiance, quelle première lecture et impression? La première lecture que j'en fais, c'est que le contact a été renoué avec la base, que les Béninois se mobilisent pour réserver un certain accueil aux différentes délégations et qu'on entend un certain nombre de choses qui donnent le sentiment que le gouvernement est effectivement à l'œuvre, mais aussi de la part des populations, on recueille un certain nombre de préoccupations qui donne le sentiment aussi qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que cet exercice était assez nécessaire parce qu'après 8 ans de gestion, il était normal de marquer une pause et de prendre le pouls, si on peut dire les choses comme ça. Est-ce que le timing n'est pas mauvais? Quand on fait la reddition de compte à 8 années après la prise de pouvoir et qu'on est à 2 ans de la fin de son mandat, est-ce que vraiment les doléances des populations récoltées pourraient avoir de solutions alors qu'on est à pratiquement 2 ans de la fin du régime? Les doléances vont permettre peut-être de réajuster un certain nombre de choses, mais initialement le gouvernement avait un programme et un programme ça ne se change pas tous les matins. Donc il y avait un programme qui est en cours et qui suivra son cours jusqu'à terme, et si possible en tenant un peu compte de certaines doléances des citoyens qui en fait ne savent pas encore tout ce qui va être réalisé dans les 2 prochaines années et qui posent leurs problèmes en fonction du ressenti d'aujourd'hui. Et je pense que les ministres en tiendront compte et que le gouvernement fera les ajustements nécessaires par rapport à ça. Est-ce que le gouvernement, véritablement, pour 8 années de gestion, a répondu aux aspirations, on va pas dire dans l'intégralité, a répondu quand même aux aspirations des populations? Quand vous voyez un peu le point que les membres du gouvernement font aux populations? J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de choses qui sont énumérées dans tous les domaines. J'ai le sentiment aussi qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne savait pas et qui ont été énumérées au cours de cette tournée-là. Bon, cependant, ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que les ministres viennent dire. Ce qui est essentiel, c'est le ressenti des populations. Ce qui est essentiel, c'est ce que les populations voient. Et en réalité, pour faire une reddition de compte de cette nature-là, on n'avait pas besoin d'énumérer, de faire un listing de tout ce que le gouvernement a réalisé dans une commune et le présenter aux citoyens qui vivent dans cette commune-là. Donc ça n'a pas de sens. Et ce qu'il fallait faire, c'est tout autre chose. Et à mon sens, il a manqué un certain nombre de choses essentielles au cours de cette tournée. Je ne sais pas si le travail préalable de préparation avait été fait. Parce qu'un travail préalable de préparation révèle les attentes des populations. Et c'est en connaissant par avance ces attentes qu'on va sur le terrain. Il y a eu une rencontre au Palais des Congrès à Cotonou où les membres du gouvernement, sinon de la mouvance présidentielle, ont dû travailler à convaincre, batailler dur pour convaincre le président d'aller sur le terrain. Donc on peut supposer qu'un travail préalable a été fait. Un travail préalable a été fait dans ce sens. Mais moi je pense plutôt au travail qu'on fait en s'appuyant sur des outils scientifiques. Avant d'aller sur le terrain, il faut normalement disposer de données fiables à partir d'un sondage qu'on fait pour savoir que dans tel
telle et telle localité, voilà les attentes des populations. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est pour ça que le discours politique qu'on tient devant les citoyens ne peut pas être non plus le même selon les régions où on se présente. On ne peut pas dire exactement la même chose à ceux qui sont peut-être à Segbana et à ceux qui sont dans le plateau. Et donc les attentes sont différentes. Et c'est un outil scientifique qui permet de déterminer ces attentes-là et de se préparer en fonction de ces attentes à aller sur le terrain pour répondre aux attentes des citoyens. Bon, mais je ne sais pas si ça a été fait. Mais j'ai le sentiment que ça n'a pas été véritablement fait parce que les discours sont quasiment les mêmes et je vois énumérer la liste des réalisations physiques que tout le monde voit. Et je vois énumérer la liste des projets que tout le monde connaissait déjà. Et donc, je ne vois pas en quoi il y a une originalité dans la présentation qui est faite aujourd'hui parce que ce que les populations attendaient d'avance, ce n'est pas ça que nécessairement on leur sert. J'en vais pour preuve 2 ou 3 aspects que j'ai personnellement notés. Il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il y a des idées reçues qui font recettes et qui font même grosses recettes. Ces idées-là, quand on ne les a pas déconstruites, on ne peut pas espérer que le citoyen soit réceptif à tout ce que l'on vient dire lorsqu'on vient d'abord avec on roule carrosse pour venir, on a de gros boubous et puis on vient s'asseoir pour expliquer à celui qui a faim qu'en réalité il est un homme heureux qui s'ignore. Alors ça, ça ne fait pas recette automatiquement. Parce que, vous savez, alors je vais vous raconter une anecdote. Je revenais de Lomé et n'ayant pas ma voiture, je devais prendre un taxi. Et un racoleur s'est approché de moi pour me demander si ça m'intéresserait de prendre un bon véhicule pour aller à Cotonou. Je lui ai dit, mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Il m'a dit, bon, il y a un véhicule qui va partir dans quelques minutes. Il m'installe dans le véhicule et j'observe que c'est un véhicule privé, de transport privé. Puis quelques minutes plus tard, il y a 2 personnes qui sont entrées et le véhicule a démarré. Chemin faisant, la conversation s'est engagée, surtout entre les 2 voisins de l'avant. Et celui qui conduisait disait à l'autre que si ce n'était pas les problèmes liés à la rupture qui affament tout le monde, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'un policier soit obligé de prendre des passagers pour pouvoir se payer de l'essence? J'ai compris que donc c'était un policier qui venait de finir son tour de garde à la frontière et qui retournait voir sa famille. Et plus loin, il disait mais que le problème que nous avons, ce n'est pas que le pays manque d'argent, c'est que tout va pratiquement dans la poche d'une seule personne. Parce que tout ce que nous faisons rentre dans la poche du président de la République et il n'y a pas de limite à tout ce que cet homme-là prend dans le pays. Parce que même quand on prend les opérations de répression des infractions au cours de la route, notamment l'excès de vitesse, le contrôle d'excès de vitesse par les radars, ça générait beaucoup d'argent et que lui, en tant que policier, était bien placé pour savoir que tout cet argent allait directement dans la poche du président de la République. Et que d'ailleurs, selon les rumeurs persistantes, le serveur central du ministère des Finances serait au domicile du président de la République. Carrément. Alors, ce n'est pas ce que j'entendais qui me sidérait, c'est la qualité de ceux qui parlaient qui me sidérait complètement. Parce que je me suis dit, mais si un policier dit ça, mais qu'en serait-il de quelqu'un qui n'est pas un policier? Et qu'en serait-il de quelqu'un qui n'est même pas instruit? Vous voyez, il y a de ces choses-là, parce que quand vous rentrez au sein de l'opinion, on vous dit que tous les pans de l'économie sont sous le contrôle exclusif du président de la République qui ne laisse rien aux autres. Ou de son clan. Ou de son clan. Qui ne laisse rien aux autres. Il n'y a que ceux qui entourent le président qui s'accaparent
tous les secteurs vitaux. Oui, mais je crois que la tournée, dans son déroulé actuel, quand même apporte d'une manière ou d'une autre un démenti. Quand on démonte les routes qui sont construites, quand on démonte les usines qui sont établies, ça et la politique d'accroissement de la production agricole, etc., ça démonte tout cela par lui-même. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Parce que ceux qui ont précédé les membres du gouvernement sur le terrain ont raconté aux citoyens que l'épargne intérieure était sous le contrôle du président de la République et que tout ce qu'il réalise par les prêts qu'il fait de manière convulsive et que ce sont ces prêts-là qui servent à réaliser et pas l'argent que nous mobilisons à l'interne. À travers les impôts. Cet argent qui est mobilisé à travers les impôts et à travers les différentes taxes qui n'arrêtent pas de nous être imposés vont directement dans la poche du président de la République et des membres de son clan. Vous voyez, quand on laisse ce genre d'idées reçues sans les déconstruire et qu'on vient dire, qu'on vient réciter la litanie des réalisations, il y a une sorte de pellicule imperméable qui fait que ces choses-là n'atteignent plus les citoyens parce qu'ils sont déjà braqués, ils sont convaincus que s'ils ont faim aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un président boulimique, un président qui prend tout, un président qui n'arrête pas de faire des misères à la population parce qu'il en veut toujours un peu plus. Donc, il faut déconstruire ces idées-là nécessairement pour que le message qu'on est venu dérouler. Mais ça va être un travail de longue haleine alors que la durée de la tournée gouvernementale est quand même enfermée dans un délai bien précis. C'est un travail encore moins compliqué que d'énumérer la liste des 1000 choses qui ont été réalisées. Il faut, par un discours cohérent, il faut, par des mots bien choisis, expliquer aux citoyens qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Oui, mais en technique de communication politique, est-ce que répéter, reprendre à son compte, répéter, puis mettre sur la place publique, aller discuter avec les gens, ne renforce pas justement la propagation de cette information-là? Il ne faut-il pas mieux se concentrer sur ce qu'on a bien fait plutôt que de s'attarder sur les rumeurs et tout ce que les gens ont raconté par le passé? Est-ce que vous avez entendu quand les démocrates sont réunis à Porto-Novo hier? Ils ont dit quoi? Ils ont balayé tout ça du revers de la main en disant « Ils mentent, vous savez qu'ils mentent, ils savent que vous savez qu'ils mentent ». Alors, quand on a dit ça, on a balayé tout ce que le gouvernement fait du revers de la main. Donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que ce qu'on dit pénètre le citoyen et convaincre le citoyen. Parce que si on ne le convainc pas, ben, on n'aura rien fait. C'est l'exercice doit se centrer principalement sur l'objectif principal de convaincre le citoyen de ce que fait le gouvernement. Et donc aujourd'hui, quand on regarde, moi je vous disais, je parlais d'un outil. Un outil scientifique, peut-être, permettrait, quand on aura fini la tournée, d'évaluer l'impact de cette tournée et de voir si tout ce qu'on a dit partout a pu avoir un impact quelconque, a pu permettre de rehausser la cote de popularité du gouvernement et sinon de savoir où est-ce qu'il y a eu des insuffisances et comment on corrige les insuffisances. Vous voyez? Parce que ces idées reçues, il y en a plusieurs. D'autres personnes vous diront que la transparence dont se gargarisent les membres du gouvernement, transparence de la gestion budgétaire qui est reconnue partout à l'international, qui est saluée même à l'international, est un peu mal perçue chez nous parce que nous, à l'interne, nous n'avons pas le sentiment de vivre cette transparence. Parce que vous voyez, la tournée qui vient d'être faite ne s'est pas basée sur des chiffres que les citoyens cherchent à connaître. Parce que si vous faites un sondage, vous vous rendez compte que dans leurs interventions, dans les désirs qu'ils expriment tous les jours, il y a des choses que les citoyens cherchent à comprendre. Tout argent public dépensé doit faire l'objet d'une reddition de comptes. Et par conséquent, dans la reddition de comptes qui est faite aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'il y ait le volet financier. Oui, mais notamment en ce qui concerne les réalisations, les coûts de réalisation. On va rentrer dans un... En ce qui concerne les réalisations d'événements, d'infrastructures et même les émoluments, même les rémunérations qui sont faites aux uns et aux autres. Les citoyens ont besoin de connaître ça et il n'y a pas matière en réalité à
mettre la moindre opacité sur ces questions-là qui relèvent Est-ce que ce ne serait du pas domaine public. très mal choisi que de parler de sous faramineux parce que ce sont de gros sous? Si on doit évoquer ce qu'a coûté par exemple, je ne sais pas trop quoi, hein, les Voodoo Days, je prends à tout hasard ça ou n'importe quel autre événement organisé par le gouvernement, ce sera forcément des sous faramineux. Quand on aura passé ce chapitre pour aller sur celui lié à la rémunération des membres du gouvernement ou des préfets ou tout ce que vous voulez, les fonctionnaires de l'État, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que le contexte lié justement à cette cri à tue-tête qu'on entend, on a faim, ce serait vraiment s'enfoncer que d'aller sur ce terrain-là? Je suis d'accord avec vous que ça comporte des risques. Mais c'est un préalable. Si le citoyen n'est pas, si on n'a pas balayé, si on n'a pas déblayé ce terrain-là, tout ce qu'on veut essayer de semer ne poussera pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut nécessairement qu'en amont, le citoyen ait le sentiment qu'il y a une véritable transparence dans la gestion des affaires publiques. Si on n'a rien à cacher, je pense qu'il n'y a rien à cacher. Mais tout ce qui est beau a un coût. Et ça aussi, ça peut s'expliquer. Ça aussi, on peut convaincre les gens de ce que tout ce qui est beau a un coût. Il ne s'agit pas de faire une route pour faire une route. Mais on fait une route pourquoi? Pour quelle durée? Voilà. On peut l'expliquer. Donc, moi, je considère que cet exercice est impératif. Et que si on ne... Peut-être qu'on l'a laissé aussi au bon soin du Parlement, qui vérifie les comptes de l'État, qui vérifie si tout ce qui a été annoncé dans un budget a été réalisé, si les sous décaissés sont aux normes, etc. C'est vrai qu'il y a un retard dans le contrôle de l'effectivité donc de la mise en œuvre de ces différents budgets, mais on peut se dire que pour ne pas se perdre dans, je dois dire, le tourbillon de chiffres à vous donner le vertige, il vaut mieux laisser ça au Parlement, quitte à parler de choses concrètes avec la population. Et les choses concrètes dont la population a besoin, c'est combien de routes on a construit, combien d'hôpitaux on a érigé, combien d'écoles, combien d'enfants béninois vont à l'école et qui puissent manger à leur faim, notamment entre midi et 14 h, afin de continuer à rester à l'école. Ce sont les éléments-là qui leur importent, pas combien le ministre a gagné. La suite nous édifiera. Ouais. La suite nous édifiera. Moi, je pars tout simplement d'un constat que lorsqu'il y a des préjugés, lorsque j'ai un procès d'intention en moi qui n'a pas été vidé, tout ce qui vient par rapport à ce procès-là, parce que je considère que ceux qui sont devant moi ne sont pas venus me dire toute la vérité. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps, parce que ce sont les citoyens qu'il faut convaincre. Celui qui certifie les comptes, il ne certifie pas comment on va dire, la pertinence de la dépense. Il certifie l'équilibre, la justesse. Voilà, il certifie que les comptes sont exacts et que bon, il n'y a pas eu comment on dit, de prévarication sur les fonds publics. Mais il ne justifie pas de la pertinence et de la hauteur à laquelle la dépense a été faite. C'est pour ça que les citoyens béninois doivent être informés de tout ce dont qu'ils ont besoin de savoir. Pour qu'à ce moment-là, le gouvernement ne soit pas obligé tous les jours d'être dans la défensive. Que le citoyen soit le premier soutien et le premier défenseur de l'action du gouvernement. On parlera de cette option de voir le citoyen défendre les actions du gouvernement. On sait que, sous tous les cieux, un gouvernement qui va vers la fin de son mandat est toujours critiqué, a toujours en face le même peuple qu'il a élu avec beaucoup d'ovations. On sait tout ça. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Mais est-ce que quand vous suivez un peu les discours et autres, et surtout les interventions de la population, vous avez l'impression qu'elle adhère, qu'elle comprennent ce qu'on leur raconte, enfin pas raconter, ce qu'on leur présente? Oui, de toute façon, elles donnent le sentiment de comprendre. Mais nous savons ce que c'est que l'électorat béninois. Et nous savons ce que c'est que les militants des partis politiques du Bénin. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus aujourd'hui vous écouter qu'ils sont convaincus de ce que vous dites ou bien qu'ils sont déterminés à continuer de vous soutenir. Ils sont venus et demain, si un autre vient, ils seront encore présents pour écouter cette personne. Donc, on ne peut pas dire de tout de go que les populations, parce qu'elles sont sorties,
ont été convaincus. Vous avez vu la belle messe qui a été célébrée à l'Okosa, par exemple, lorsque le ministre Wadani, qui n'était pas très connu dans ce genre d'exercice, a fait une sortie remarquable. Il y avait beaucoup de citoyens qui étaient sortis et on pouvait avoir l'impression, en regardant ça, que bon, les citoyens commençaient à adhérer à ce que les ministres viennent leur dire. Mais ce n'est peut-être que du leurre, parce que le citoyen, en partant de là, a peut-être oublié ses ressentiments, a peut-être corrigé son jugement, ou est reparti avec les mêmes jugements avec lesquels il était venu. Et c'est pour ça qu'il est bon, en principe, après cette tournée-là, de faire un petit sondage pour s'assurer que, bon, au moins une partie des objectifs a été atteinte et que pour le reste, on revoit les choses. Maintenant, moi, je constate que quand on dit reddition de comptes, c'est reddition de comptes. Je constate que parmi les sujets de reddition de comptes, il y en a un qui me paraît extrêmement important, mais qui est un peu comme occulté. Parmi les actions du gouvernement ayant donné lieu à des acquis, il y a principalement les réformes politiques. Les réformes politiques ont amené parfois de la colère, parfois de la résistance, ont amené des gens à être en prison par centaines, ont amené des gens peut-être à perdre même la vie. Et on ne peut pas faire une tournée de reddition de comptes sans parler de ce volet essentiel des réformes. Mais c'est un peu délicat, non? Quand on voit un peu tout ce que ces réformes ont quand même engendré dans le quotidien. C'est le moment jamais de convaincre les citoyens de la pertinence de ces réformes et de la nécessité de les poursuivre. Parce que si les citoyens ne comprennent pas, à quel moment on leur explique? C'est ça le problème. Si les ministres passent et que les citoyens n'ont toujours pas compris de fond, totalement à fond, ce qu'il y a dans ces réformes, ce qu'on en attend et ce que le gouvernement attend des citoyens. S'ils ne le savent pas au moment où les ministres passent, mais à quel moment le sauront-ils? Et on suppose qu'il y a un travail préalable qui avait été fait, notamment lié par exemple à la révision de la Constitution. Le code électoral de 2019, par exemple, avant sa mise en œuvre, etc., est passé par le Parlement, on en a parlé dans les médias, etc. Les populations ont suffi beaucoup de débats autour de ça. La révision de la Constitution aussi, tout ce qui a changé entre-temps dans la loi fondamentale béninoise, on en a parlé largement sur les médias nationaux et même internationaux. La relecture du code électoral de 2019, notamment en 2023, on en a encore parlé suffisamment. Il y a même eu une campagne nationale à la limite d'explication, d'élucidation ou comment je dirais, donc d'explication de ce code-là. Je crois qu'il y a tout ce travail qui a été fait, donc que le chantier là-bas il est balisé et qu'il faut s'occuper d'autre chose. Tous les chantiers ont été balisés et on a parlé du tout. Même de ce que les ministres sont en train de dire aujourd'hui sur le terrain, on en a parlé longuement et largement. Mais ils ont dit reddition de comptes. Quand on dit reddition de comptes, on ne peut pas faire de la soustraction. On ne peut pas soustraire des pans de la vie économique qui ont généré des frictions. Et on ne peut pas choisir de parler des choses qui font plaisir et d'occulter les choses qui fâchent. Une reddition doit être un tout. Et moi, je considère que c'était l'occasion. Étant donné que les partis politiques, c'est-à-dire le personnel politique qui soutient l'action du président de la République, est présent avec les ministres sur le terrain, mais c'est l'occasion ou jamais de vider le contentieux politique, de vider le dossier sensible des réformes politiques de leurs aspects qui font mal et surtout de convaincre les citoyens béninois de prendre fait et cause pour ces réformes-là en agissant pour que nous allions au bout des objectifs qui ont été... La forme des échanges, est-ce qu'elle est vraiment l'idéal? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être à chaque séance ou à chaque occasion identifier 2 ou 3 sujets sur lesquels on laisse librement la population poser toutes les questions? Et alors là, toutes les questions afin de comprendre, ça aurait été un peu plus interactif que ce que nous avions là, non? Bon, ça c'est une façon aussi de
concevoir la chose. C'est pour ça que je vous disais qu'un travail comme celui-là devait s'appuyer sur un outil scientifique. S'il y avait un travail scientifique qui avait été fait à la base, on saurait exactement à quoi s'en tenir. Et on saurait comment on organise. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une grande kermesse qui est organisée. Et puis, bon, à la fin, on ne sait pas quel résultat ça va donner. Moi, je considère que si on fait une reddition de comptes dans cette forme-là que le gouvernement a choisi, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Parce que, vous savez, ce n'est pas le premier du genre que nous avons. Moi, je me souviens d'une célèbre reddition de comptes que le président Soglo avait initiée dans les années 90, parce que la question de la cherté de la vie est une question qui a suivi tous les présidents de la République. J'entends beaucoup de personnes parler aujourd'hui comme si la cherté de la vie était un phénomène nouveau au Bénin. Non. Nicéphore Soglo, après la dévaluation de 1994, a eu son lot de grèves liées à la cherté de la vie. Mathieu Kérékou a eu son lot de grèves liées à la cherté de la vie. Boni Yahi a eu son lot de grèves liées à la cherté de la vie. La vie ne peut pas être statique sur 10 ans. Donc, lorsqu'un président arrive, avant la fin de ces 2 mandats, il y a nécessairement un moment où la vie est chère. Et donc, le président Soglo s'était vu contraint de faire une reddition de comptes en 1994 ou en 1995. La méthode qu'il avait choisie, lui, par contre, était très simple. Il avait choisi d'installer une tribune où il trônait au milieu et les ministres l'entouraient. Il a fait une grande introduction pour expliquer tout ce que le gouvernement a pu faire pour que le pays se porte mieux et que les citoyens aient de meilleures conditions de vie et de travail. Et ensuite, chaque ministre prenait la parole pour dire exactement ce qu'il a fait dans son département par rapport au programme d'action du gouvernement. Donc, c'était une conférence publique où tout le monde a assisté, où on a enregistré quelques questions, mais c'était une conférence au cours de laquelle tous les ministres concernés par les dossiers sensibles avaient eu la parole pour expliquer aux citoyens. C'était une séance unique et donc tout le monde était concentré sur cette séance unique. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est des séances éclatées et chacun va dans sa localité. Et c'est une forme que le gouvernement a choisie, qui peut avoir ses avantages, mais aussi forcément ses inconvénients. Les acteurs choisis? Les acteurs choisis sont les ministres. Bon, je vous le disais ici sur le plateau la dernière fois, les ministres ne sont pas forcément de grands communicateurs. Et donc, lorsque le ministre est obligé de se présenter pour légitimer la séance, il faut qu'à côté, il y ait des orateurs qui puissent convaincre les citoyens, surtout en langue, parce que j'ai observé que depuis quelques jours, c'est plus en langue qu'en français, c'est tant mieux, puissent convaincre les citoyens de ce que le gouvernement est à pied d'œuvre, parce que, quoi qu'on dise, un gouvernement ne travaille jamais à appauvrir les citoyens et à les rendre malheureux. C'est peut-être dans les explications que le gouvernement ne viendrait pas à convaincre le citoyen qu'il travaille tous les jours pour qu'il ait un mieux-être. Un président de la République ne se lève pas tous les jours pour penser à comment il va rendre malheureux. Oui, mais les choix politiques ou les choix de politique peuvent être des choix mal pensés, mal orientés, mal menés, donc conduire à la pauvreté, à l'appauvrissement de la population. C'est pour ça que quand on dit reddition de comptes, on doit effectivement ouvrir complètement le débat sur les sujets qui font plaisir, mais aussi sur les sujets qui fâchent, pour que les citoyens soient complètement édifiés sur les tenants et les aboutissants des différentes réformes, que le citoyen comprenne pourquoi certaines choses lui sont imposées et qu'il les accepte d'autant plus facilement qu'il les comprend. Voilà. Oui, mais quand il s'agit de sacrifices, très peu de population ou de peuples sont prêts à cela. Quand il s'agit justement de faire le point d'un régime qui s'en va mourir, il y a beaucoup de populations en tout cas qui ne sont plus là-dessus. Quand on sait l'hyperactivité des oppositions, avec notamment la démocratisation de l'information et l'accès à l'information et la multiplication de l'intoxication, on sait que ça fait beaucoup de difficultés aussi pour attraper des informations pas vraies, distillées intentionnellement ou mal intentionnellement. Quand on met tout cela ensemble, est-ce que véritablement c'est une efficacité, ça aura une efficacité, cette tournée gouvernementale?
Je vous l'ai dit, on verra bien à la fin si ça a une efficacité. Mais toujours est-il qu'un exercice de ce genre était quand même utile et devrait nécessairement quand même servir à quelque chose. Ne serait-ce que, comme je l'ai dit, à établir le contact avec les citoyens qui manquaient complètement de voir leurs élus, qui étaient les assistants sociaux d'hier et qui aujourd'hui se rétractent de plus en plus parce que la réforme du système politique fait que nos élus n'ont plus les moyens qu'ils avaient hier pour aller au contact des citoyens tout le week-end. Et ça aussi, ça fait partie des choses que les hommes politiques qui sont sur le terrain devraient expliquer au cours de cette tournée pour que les citoyens comprennent que s'il y a des privations dans un sens, c'est pour qu'il y ait bénéfice dans l'autre, de tout le monde de l'autre. Voilà ce qui est important d'expliquer et pour ça, il ne faut pas éluder des questions qui vont persister au-delà de la tournée. Parce que si ces questions-là persistent, c'est comme si la tournée, en réalité, n'aurait servi à rien. Allez, on va changer de sujet. Hein. On va aborder les deux autres qui ont quand même meublé l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin. On va parler de cette nouvelle attaque terroriste, notamment dans le parc de la Pandjari. C'était dans la matinée du mardi dernier. 7 soldats béninois ont péri. On avait l'impression, en tout cas, on avait eu le temps d'oublier que ce mal existait au nord du Bénin. Vous faites bien de le dire, on avait presque oublié, parce qu'en réalité, l'armée béninoise ne communique pas sur ses succès. L'armée béninoise ne communique pas sur les bons points qui sont à son actif, mais lorsque survient un drame de cette nature, ils sont obligés de le faire parce que ce sont nos concitoyens. Mais ils l'ont fait cette semaine. Hein. J'ai vu quand même un bilan publié par Fraternité sur le mois de mai. On a parlé d'une 50aine de terroristes neutralisés avec beaucoup d'armes, je dois dire saisies, etc. Oui, c'est-à-dire que de manière ponctuelle, on n'a pas ces comptes rendus là. Ce n'est pas le jour même où ça se produit que toute la presse en est informée, par exemple. Donc, de temps en temps, on fait un bilan, c'est vrai. Et ce bilan, presque personne ne le retient. Ce que tout le monde retient, ce sont les drames. Oui, évidemment, parce que les pertes en vie humaine, voilà, justement. Qui ont perdu la vie, qui sont tombés au champ d'honneur avec les armes à la main. Et c'est douloureux parce que c'est compatriotes appartiennent à des familles, à des communautés et à une nation. Et donc c'est normal que ça fasse très mal et que l'armée et le gouvernement soient obligés de communiquer là-dessus. Sinon, il y a quand même de nombreuses victoires qui sont remportées et de nombreuses vies qui sont épargnées du fait de ces victoires. Et ça, on n'en parle pas souvent. C'est dommage que nous en soyons encore à déplorer ce genre de drame. Mais je pense qu'avec l'appui des partenaires étrangers qui sont à l'œuvre pour instruire les autres. Vous parlez des instructeurs français. Des instructeurs français et peut-être même d'autres nationalités qui sont nécessaires dans cette situation-là pour appuyer l'armée béninoise et faire en sorte qu'elle puisse être à la hauteur des défis. Et je pense qu'avec tout ça, nous pouvons espérer que, bon, petit à petit, on viendra à bout de ce phénomène-là. Et c'est une raison pour évoquer la question de ces assistants, de ces instructeurs, qui sont considérés par d'aucuns comme faisant des travaux préparatoires pour agresser des pays voisins. C'est l'occasion de montrer à quel point il était utile et nécessaire pour l'armée béninoise d'avoir ces instructeurs-là, parce que tout seul, il est évident que nous n'y serons pas parvenus. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos efforts, mais quand on regarde autour de nous et dans tous les pays limitrophes, je pense que le Bénin fait partie des pays qui enregistrent le moins de dégâts dans cette lutte contre le terrorisme et qui enregistrent des victoires, comment dire, constatable en raison justement du fait que les victimes sont très limitées sur notre territoire. Mais il faut voir le contexte. Hein? Je ne sais pas s'il faut être alarmiste à ce point. C'est quand même au moment où on fait une tournée gouvernementale et que tout le monde est concentré sur justement la campagne nationale qu'intervient cette attaque. Faut-il faire un lien? C'est-à-dire, il voit peut-être nos moments de distraction qui ont permis cette intervention, et si cela doit être
être établi ainsi, il faut s'inquiéter pour 2026 où on sera 2-3 fois plus distrait, peut-être même plus concentré sur autre chose qu'à défendre notre territoire national. Non, mais quand on le dit comme ça, c'est comme si c'est l'ensemble des citoyens pris individuellement qui participent à... Ouais, c'est pas l'ensemble des citoyens qui défendent, la... L'armée n'est pas distraite. Okay. Quoi que nous puissions faire à l'interne, l'armée n'est pas distraite. Et donc l'armée est au front, est à pied d'œuvre, garde toute sa vigilance et augmente le niveau de cette vigilance quand c'est nécessaire et que, par exemple, nous sommes en train de faire, de vivre une tournée gouvernementale comme celle-ci. Allez, on va aborder notamment le tout dernier sujet. Hein. C'est vraiment dramatique, pardon. C'est vraiment dramatique de le noter hein, ces derniers temps et cette année d'ailleurs. Ces nombreux cas de suicide à l'ADA qui a d'ailleurs tenu le devant de l'actualité au cours du mois de mai. On a quand même une succession de suicides dans le rang des jeunes, 4 à la limite au cours d'une semaine. Et quand on va au-delà de l'ADA, que ce soit à Parakou, à Boumé ou quelque part à Azové, etc., les drames de ce genre se multiplient et généralement par pendaison. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du point de vue spirituel ou faut-il se poser des questions du point de vue, je dois dire, réaliste ou réel? Quel que soit l'angle que l'on prend, il faut s'inquiéter. Parce que ce n'est pas une chose normale que de voir des jeunes se pendre. Et ce n'est pas une chose normale que de voir les cas de suicide se multiplier. Ouais. Donc, quel que soit le point de vue de l'analyste, il faut s'inquiéter de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que on a le sentiment qu'il y a une sorte de désespoir qui s'est emparé des jeunes. Désespoir lié au fait que leurs conditions de vie sont devenues extrêmement difficiles. Désespoir parce que il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de débouché normal, naturel pour un enfant qui finit les études. Et quand c'est comme ça, naturellement, le jeune est déprimé et il peut aller jusqu'au suicide. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin n'est pas symptomatique qu'au Bénin. C'est un syndrome qui est d'ordre planétaire. Et c'est maintenant, ces dernières années en fait, que ce phénomène commence par toucher le Bénin. Pourquoi? Parce que, je n'ai de cesse de le dire sur ce plateau, les jeunes sont un peu comme exclus de, comment dire, des tâches de construction nationale. Ce sont des bras valides que personne ne programme pour être utilisés à construire le pays. Il n'est pas possible que des jeunes se lèvent, soient chez eux, dans la force de l'âge, avec plein de capacités et ne sachent quoi faire de leur journée. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute à ceux qui ont organisé des politiques publiques depuis plusieurs décennies. Parce que c'est l'aboutissement de mauvaises politiques publiques. Parce que moi, je me souviens que, je ne suis pas le seul à le dire, je vous rappelle aussi que le président Boni Yayi, lui-même, au cours d'une journée de rencontre avec les douaniers, disait qu'il avait la nostalgie de la période révolutionnaire. Ce n'est pas faux. Pendant la période révolutionnaire, les jeunes se sentaient utiles. Ils se sentaient utiles, pas parce qu'on leur trouvait des emplois, non. Parce qu'ils étaient utilisés à des tâches de construction nationale. Parce qu'il y avait le service national. Il y avait le service national qui faisait qu'après le baccalauréat, vous devez faire une année à travailler pour la République. Après 2 ans d'études universitaires, vous devez travailler 1 an pour la République. On avait le sentiment d'appartenir à une communauté et de contribuer à construire le pays. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'appuient à quoi ils servent. Ils sont marginalisés, on ne les calcule même pas. À part le fait que pendant les élections, on a besoin d'eux, ils ne sont strictement utilisés à rien. Et c'est une aberration que de considérer que le problème des jeunes, c'est juste l'emploi. Et que si on crée des milliers d'emplois et que les jeunes se retrouvent dans l'emploi, tout va bien. Et ils ont besoin de quoi d'autre? Tout va bien. Ils ont besoin
de sentir que le pays leur appartient, qu'ils sont le fer de lance de la construction de notre pays et qu'ils sont aux avant-postes dans la construction de leur pays. Les jeunes doivent se sentir liés à la patrie, au drapeau national. Ils doivent être guidés par un idéal patriotique. Tant qu'il n'y a pas ça, le jeune se sent perdu, marginalisé. Il doit chercher de l'argent et il cherche de l'argent par n'importe quel moyen. Et quand il n'a pas cet argent et qu'il se compare à d'autres, quand il n'a pas cet argent et qu'il voit toutes les obligations qu'il peut avoir, quand il n'a pas cet argent et qu'il ne peut même pas sortir avec une fille parce qu'on lui rit au nez, eh bien, le jeune, il est désespéré, il cherche à voyager. Et quand il n'arrive pas à voyager, eh bien, il se suicide. C'est trop facile ça, non? C'est pas facile. Se suicider n'est pas une chose facile. Ah oui? Le désespoir atteint un stade. Il faut se mettre un peu dans la peau de celui qui se suicide. C'est pas une chose facile que de se mettre la corde au cou. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Ça ne m'est jamais passé par l'esprit. Si ça ne t'est jamais venu à l'esprit, cher ami, c'est parce que ça fait partie des choses les plus inimaginables qui soient. C'est vraiment une formule, une solution de désespoir. On ne peut pas, en ayant un tout petit espoir, c'est-à-dire qu'en ayant une toute petite raison de se réveiller demain, mettre fin à sa vie aujourd'hui, c'est parce que tout s'est éteint. Et nous devons, dans l'élaboration des politiques publiques, trouver le moyen très rapidement de remettre les jeunes en selle pour que les phénomènes que nous observons aujourd'hui et auxquels nous ne trouvons pas encore de remède puissent commencer par avoir des solutions. Parce que s'ils sont majoritairement dans la cybercriminalité, ce n'est pas parce que ça leur fait plaisir non plus. C'est parce qu'il faut qu'ils trouvent l'argent par tous les moyens et ils n'ont pas d'autres repères que ce que les hommes politiques leur présentent. À savoir qu'il faut trouver de l'argent par tous les moyens et par tous les raccourcis possibles. Donc, le problème de la jeunesse doit être au centre de nos politiques publiques. Et je pense que le gouvernement fait pas mal d'efforts dans ce sens. Mais ces efforts se font surtout sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan de la formation professionnelle, mais pas suffisamment sur les conditions de vie des jeunes et sur la projection que nous avons de ce que nous ferons de notre jeunesse demain si jamais elle devait prendre les commandes du pays, parce que n'oublions pas que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui prendront les commandes demain. Absolument. S'ils n'ont pas le background nécessaire, s'ils n'ont pas les motivations nécessaires, s'ils n'ont pas la flamme idéologique nécessaire, le patriotisme nécessaire, eh bien, ils ne feront pas de notre pays l'Eldorado que nous rêvons. Ils vont détruire au contraire tout ce que nous aurons construit. Et c'est pour ça qu'il est important de les mettre au centre de Quand je vous suis, j'ai l'impression qu'il faut tout apporter aux jeunes. On n'a pas l'impression que lui-même doit se demander ce qu'il apporte à son pays, alors que un président américain a demandé en tout cas aux citoyens américains de se demander ce qu'ils peuvent apporter à leur pays et non ce que le pays peut leur apporter. Il faut commencer par là d'abord. Le citoyen américain a les moyens d'apporter quelque chose à son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Un jeune américain a les moyens d'apporter quelque chose à son pays. Parce qu'il y a des structures. Le chômage est là, ils ont aussi des problèmes là-bas. Parce qu'il y a une super structure qui fait que, vous verrez, les jeunes qui s'engagent dans l'armée aux États-Unis sont considérés comme des héros. C'est-à-dire qu'on les traite mieux que tous les autres jeunes au sein de la société. Parce que, mais pourquoi croyez-vous que les gens s'engagent dans l'armée? Les États-Unis ne font pas que la guerre partout. Les États-Unis mettent les gens dans l'armée pour renforcer le sentiment de patriotisme, le sentiment d'union et d'unité nationale. Donc, si le jeune a un service patriotique annuel à un certain moment, mais il se sent utile à la patrie, il se sent concerné par ce qui se passe dans la patrie et il se sent directement, comment dire, bénéficiaire de toutes les actions. Et c'est en faisant ça que le gouvernement s'assure que les jeunes qui s'intéressent à la chose publique, à la chose politique, respectent la chose politique, respectent l'ordre public et travaillent à faire en sorte que le pays grandisse. Quand je ne suis pas concerné par quelque chose, bon, dès qu'il y a une petite grève, il y a du vandalisme, on casse tout parce qu'on ne sait pas donner de la valeur à ce qu'on casse. Vous voyez? Donc ailleurs,
les gens ont créé des conditions et les structures pour que le jeune homme puisse avoir la latitude de servir son pays. Et c'est le cas aux États-Unis, mais pas encore le cas chez nous. Enfin, plus du tout le cas chez nous, parce que le jeune, il ne sait pas du tout de quelle façon il peut servir son pays. Il ne le sait pas. Vous aviez évoqué la révolution qui mettait, qui inoculait le sentiment d'importance aux jeunes. Mais les jeunes d'alors, je veux parler des jeunes instituteurs révolutionnaires, des jeunes, tout ce que vous savez, révolutionnaires à la fin, qui ont pris quand même, je dois dire, la gestion de ce pays autour des années 90. On a vu à quoi ça ressemble, le sentiment de patriotisme vis-à-vis de la nation. On a l'impression que malgré tout ce qu'on leur a appris dans le temps, quand ils sont venus aux affaires, que tout cela a disparu. Et quand des jeunes de notre époque constatent que ceux-là sont passés par ces moules-là, et quand ils ont pris le pouvoir, qu'ils l'ont plongé dans les prévarications les plus absurdes, il est bien normal que les jeunes se trouvent dos au mur et qu'ils pensent à une côte ou à un poison. Vous mettez le doigt sur un aspect important de la question. Vous savez qu'en 90, nous avons radicalement changé d'option politique, d'option idéologique et d'orientation nationale. Donc, à partir de ce moment, c'est le président Bruno Amoussou qui l'a dit. Alors qu'hier, on mangeait avec des cuillères, on a commencé à ce moment-là à manger avec des louches parce que le sentiment patriotique a déserté le forum, parce que le sentiment du respect du bien public a déserté. C'est pas que c'était parfait sous la Révolution, d'ailleurs ça a commencé à se déliter sérieusement, c'est ça qui a entraîné tous les... Bon, mais le processus démocratique s'est accompagné de ce sentiment-là que désormais on peut faire ce qu'on veut sans être obligé de travailler pour la patrie. On profite de la patrie sans rien apporter. Et c'est ce que nous vivons depuis 1990. Tout le monde profite du pays sans rien apporter au pays. Si nous ne changeons pas cette tendance, les jeunes continueront à se suicider. Et nous n'avons pas la formule magique. Hein. Quelqu'un venu avec ça doit changer, ça va changer et ça doit changer. Enfin, toutes les formules magiques du temps. Après, il a venu parler de refondation. Et puis après, on a dit nouveau départ. Voilà, et puis on tourne en rond. Bon. C'est le propre de ces politiques-là qui ne sont pas définies de manière cohérente et qui ne sont pas cohérentes dans la durée. Vous voyez, c'est un problème quand à chaque fois nous sommes dans un recommencement, quand on dit, comment on dit, un pouvoir part, un autre s'installe, et celui qui s'installe ne vient pas continuer forcément ce que l'autre faisait, il vient avec ses propres idées, il vient et il a le droit de faire ce qu'il veut parce que la Constitution lui en donne le pouvoir. Si nous avons un programme cohérent, rigide, que aucun président ne peut venir remettre en cause dans la continuité, ça serait déjà un atout pour aller de l'avant. Mais vous voyez bien que chacun invente son concept, arrive, balaye tout ce que l'autre a fait, et tout le monde dans le pays commence par dire que c'est la première fois que, c'est la première fois que, c'est la première fois que, et on a l'impression que tout est à recommencer et tout est à la première fois. Et même lorsque les gouvernements font leur reddition de comptes, ils disent oui, c'est la première fois que... Est-ce que c'est normal que depuis que le Bénin existe, on en soit encore à faire des choses pour la première fois? Ce n'est pas normal. Lorsque on en est encore à parler des réalisations du gouvernement, comme si le pays était à terre complètement et que le gouvernement vient pour tout bâtir, ça force déjà dans la tête de ceux qui vous écoutent et même dans la tête de ceux qui viennent le dire, ça force déjà le débat. Parce que pour que le président qui est en exercice aujourd'hui puisse venir mettre un toit sur la République, il a fallu que des gens fassent la fondation. Il a fallu que des gens élèvent les murs. Il a fallu que des gens travaillent sur le linteau. Il a fallu que des gens peut-être travaillent sur la charpente et avant que lui ne vienne... Bon, donc, en faisant sa reddition de comptes, vous entendez même les membres du gouvernement dire c'est la première fois que...
depuis 1960, il n'y a jamais eu ci, il n'y a jamais eu ça. C'est parce que justement, il n'y a pas de continuité dans la politique, dans les politiques publiques. Et tant qu'il n'y a pas de continuité dans les politiques publiques, eh bien, ceux qui seront les plus grands déficitaires, ceux qui paieront le plus lourd tribut à ce manque de vision, ce sera les jeunes. Et le phénomène qui s'observe aujourd'hui va s'aggraver si les dispositions ne sont pas prises pour que les jeunes soient remis au centre du débat, non pas pour avoir des diplômes, non pas seulement pour travailler, mais pour être concernés directement par les travaux de construction nationale, par l'édification d'une nation moderne, concernés par la construction du Bénin de demain. Anissé Carlos Oké, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.